me souviens très bien de quelques randonnées que je faisais tout seul dans le Grand Canyon où c'était très méditatif, où j'ai eu quand même une rencontre avec les Shadow Scouts, tu vois, qui étaient quand même des trucs de plus effrayants de l'actualité en l'air. Et je suis toujours d'accord avec l'idée qu'on est propriétaire de rien. J'essaie de prendre soin de la... Et je comprends, et c'est une très belle idée, mais juste, j'appartiens pas. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, Shane Wolf. C'est gentil. Ça va, Shane? Je suis juste un invité. Shane, Oui, on se oui, connaît oui. depuis pas mal de temps. Et là, il est de passage à Paris pour l'été, Oui, en famille. Et puis moi, j'ai profité pour lui proposer cette petite interview. Vous le savez, sur le concept Sapiens, on parle de spiritualité, on parle d'art. Shane est un artiste plutôt atypique, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas, on va le dire, tu travailles essentiellement le nu. oui, Et que le nu. que le nu, et Ouais. surtout exclusivement d'après modèle, Exactement. jamais d'après photo. Oui, tout à fait. Donc le mec est un mec du 19e siècle, on va le dire. Même avant, parce que le 19e siècle, je pense Oui, qu'il la photo est il y a arrivée dans des- les voilà, donc 1830. très vite ça s'est impliqué, Ouais. ça s'est mis Dans la dans peinture. les ateliers, ouais, dans les peintures. Donc Shane ne travaille que d'après modèle. Euh, ça paraît anodin, mais ça change énormément C'est vrai que le c'est très travail rare. de l'artiste. C'est très rare aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et donc, nous aussi, on a un artiste, mais on va parler de sa spiritualité. Le côté artistique, c'est très facile, hein. On va sur tes Instagram, sur tes comptes. Oui, bien sûr. Voilà, tu as vu quelques interviews, quelques entretiens. Oui. Euh, On peut te voir en galerie, on Oui, peut bien te sûr. voir Ouais. facilement. Il y a pas mal de sujets en ligne qu'on peut voir, mais pour moi, le plus important, c'est le travail, forcément. Bien Voilà. sûr. Mais bon, ouais. Il y a pas mal de présence en ligne. Il faut vous tenir informé parce que Shane, parfois, tu fais quand même Oui. des stages. Des stages ou les démos publiques, Voilà. où le public peut venir me voir travailler, discuter avec moi aussi en Ouais. même temps. Oui, oui, ça se fait 4 fois par an, normalement. Je Ouais. limite un peu le temps d'enseignement, mais bon, 4 fois par an, normalement. Et à Paris, justement, je le fais de temps en temps. Donc voilà, mais aujourd'hui on va parler de spiritualité. Très bien. Alors, spiritualité c'est un grand mot, Oui, c'est un peu fourre-tout. Ce qui m'intéresse c'est la philosophie de vie. Ce qui m'intéresse aussi c'est que tu es natif américain. Oui. Alors je sais pas si on dit natif en fait aussi, c'est ça? Non, Bon, natif, c'est amérindien les natifs américains. Oui, le population non, est plutôt non. les Américains. Mais, Ouais, mais- plutôt colon. Ouais. Côté colon que amérindien. C'est ça, voilà, exact. Plutôt européen, voilà. Européen. Ouais. D'ailleurs, ton nom, c'est Shane. On en discutait tout à l'heure. C'est des origines irlandaises. Oui. Ça vient Du Jean. du Jean. Français, oui. Voilà. Et c'est. Et John en anglais, oui. Voilà. John, Sean, Shane. Ouais. Je crois. Donc c'est Johan en hébreu. Et je crois que c'est Dieu fait grâce. C'est pas mal. Hein. C'est pas Non, mal, mais je veux dire, souvent, Oui, en fait, c'est intéressant, oui. on a tendance à un peu sous-estimer cet héritage qu'on nous a donné Ouais. un peu par hasard. Oui, c'est vrai. Ici, au concept Sapiens, le concept de hasard, on n'y croit pas trop. On pense que c'est quand même, sans dire destiné, mais en tout cas, ça donne une ligne à sa vie. Oui. Dieu fait grâce. Qu'est-ce que tu peux dire de ta philosophie de vie? Qu'est-ce qui te déjà qu'est-ce qui t'a amené à l'art? Parce que je pense qu'il y a déjà un sacerdoce. Oui. C'est quand même une Ouais. tout le monde ne peut pas être artiste, et surtout artiste plasticien, et surtout artiste qui travaille d'après moi que modèle. Oui, bien sûr. Il y a quand même eu un cheminement intellectuel Oui, et je pense que même spirituel, hein, je mets le mot parce que c'est lui qui vient en premier. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'a poussé à être artiste, et raconte-moi un petit peu, Un peu développe un petit parcours, peu tout ça. qu'est-ce que... je suis content que tu aies qualifié le mot spirituel parce que, à mon sens, c'est pas un mot que j'emploie. Spirituel, parce que je sais que ça a beaucoup de sous-entendus par rapport à la religion, croyances, pratiques, tout ça. Et c'est vrai que moi, je ne pense pas, je me considère pas comme quelqu'un de religieux ou de pratiquant ou de spirituel. En revanche, j'ai mes idées, mes convictions, mes ressentis sur le monde, mes observations, forcément.
Mais en général, c'est pour ça que cet entretien m'intéresse, parce que je pense qu'on va développer les idées autour d'un mot que je n'emploie rarement. Mais pourtant, les idées sont souvent présentes, mais peut-être avec d'autres vocabulaires, tout simplement. C'est peut-être juste une question de remplacer quelques mots par d'autres et on en parle du même chose, surtout dans l'art. Euh, Moi, pour ce qui concerne mon attirance envers l'art, d'abord, ça a commencé par la fascination du corps humain. C'est dès mes très jeunes souvenirs, je me souviens très bien d'être émerveillé chaque fois le JO passait à la télé, parce que notamment tout ce qui était lutte, gymnastique, même patinage artistique, ça, patinage à glace, tout ça. Chaque fois qu'on voyait le corps d'une manière qu'on n'a jamais vue ailleurs. Quand tu es gamin, tu vois pas les gens qui font la lutte ou qui se jettent l'un les autres, surtout les années 70, 80, quand j'étais très jeune. Et ça, c'est un fil conducteur dans ma vie. C'est cette fascination et cette. Ouais, j'étais émerveillé par la beauté et la capacité du corps humain. Et que ce soit homme ou femme, peu importe. C'était que les filles que j'adorais et que les hommes, enfin, c'est tout le monde. Hein. J'ai toujours adoré le corps et la capacité de faire des choses incroyables. Donc, si on suit cette ligne toute ma vie, après, ok, ouais, tu étudies d'une chose ou d'autre, mais bon, j'ai toujours dessiné. Dès très jeune âge, j'aimais bien dessiner. Ma mère me dit que je suis comme mon fils aîné actuel qui adore dessiner tout le temps et tout. Et je ne suis jamais arrêté. Je ne me suis jamais arrêté de dessiner. Tout le monde dessine, c'est une manière d'expression très primaire lorsqu'on est jeune. Euh, et j'ai grandi dans un banlieue de Cincinnati, dans l'Ohio, où j'étais dans une école publique assez petite. Donc, assez rapidement, dès 8 ans, j'ai le souvenir d'être l'artiste. Parce que je pouvais être reconnu pour mon dessin. Ah, tu dessines bien, quelqu'un me défiait. Je me souviens, 8 ans, on m'a défié en dessin. Ah, ouais, je peux dessiner mieux que toi. Ah, bon, non, donc on se met à fond sur les dessins. J'ai dessiné un plongeur, tu vois, et j'ai à fond dessiné mon plongeur. Et les juges m'ont jugé gagnant. Donc voilà, c'est les souvenirs comme ça qui renforcent certaines identités. Tu vois, quand on veut ou non, mais bon, c'est les choses qui se passent de jeune âge. Et si on saute, enfin, aux États-Unis, on décide dès le bac, un peu avant, vers 17 ans, on décide où est-ce qu'on va étudier dans les universités et quel sujet. Et là, on est au milieu des années 90. Et les gens qui aimaient dessiner ont été conseillés d'aller dans le graphisme parce que c'était un métier, on pouvait gagner sa vie, tout ça. Et bah, j'ignorais ce que c'était le graphisme, mais il y a une très bonne université dans le coin où j'ai grandi. Donc j'ai fait mes études de 5 ans là-bas et j'étais content d'avoir les profs assez européens. J'avais 2 profs suisses, suisse-allemand, un autre allemand et 2 américains. Donc c'était quand même, déjà culturellement, c'était un peu des philosophies et des approches un peu différentes, mais ils étaient tous assez âgés, qui faisait qu'ils ne connaissaient pas du tout l'ordinateur. Ils étaient très manuels. Tout était très analogue. Lorsqu'il s'agissait de typographie, il fallait dessiner les formes de la lettre et tout ça. Donc c'était une forme d'art que j'estime toujours. C'est un vrai art, toujours la typographie faite main. C'est très beau. Donc j'ai profité encore de cette culture de bon, on sait dessiner très bien, on va continuer à dessiner. On va dessiner manuellement nos trucs, on va copier-coller, faire des collages pour faire des affiches, tu vois, et après on va quand même apprendre l'ordinateur par la suite parce que c'est quand même l'outil de travail incontournable. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, sauf qu'on n'a jamais dessiné le corps humain. Et je me suis renseigné auprès de ma conseillère à l'université si je pouvais faire une année sabbatique pour faire un cours de nu dans l'université d'art, dans l'école d'art, qui était juste à côté de notre école de design. Mais pour ce faire, il fallait que je fasse une pause sur ma programme de graphisme pendant 1 an et que je reprenne après par la suite. Elle a bien fait son boulot parce que son boulot c'est quand même de garder les gens dans le graphisme. Donc elle, bah, si tu veux faire ça, bah, tu peux toujours revenir après pour faire la maîtrise ou d'autres choses, mais donc finis d'abord le programme machin et puis après par la suite, bon, c'était convaincant, donc j'ai décidé de arrêter ou de ne pas arrêter. Ça, j'ai dû avoir 20 ans. 20 ah oui, ans, quand même 21 20 ans. 20 Okay, ans, 21 ans. Ouais. Donc, juste pour dire ça, qu'à ce point-là, ça commence à vraiment me démanger, que j'avais jamais dessiné ce que j'adorais depuis l'enfance. Je savais que c'était une pratique qui existait, c'est le dessin de corps vivant, mais j'ai jamais pratiqué. Pourtant, j'ai cet amour pour le corps. Donc voilà, ça c'est un souvenir.
Donc j'ai fait mon diplôme de graphisme, j'ai été embauché par une boîte française, Salmon, en Haute-Savoie, à Annecy, donc c'était ce qui m'a amené en Europe à 23 ans. Donc, et ça c'était super, c'était un boulot exceptionnel pour un jeune, c'était quand même un peu de jack job, si je dois dire, t'es une boîte sportive qui enviait tout le monde, tu passes tes week-ends en montagne, c'est quand même cool. Mais au bout de quelques années, même si j'étais un graphiste assez manuel, tu restes quand même 80% de ton temps derrière un écran. Et ça m'a gavé. C'est pas ma vie. Même physiquement, d'être assis avec les yeux exposés devant un écran toute la journée, pas pour moi. C'est pas pour les humains, à mon sens. Mais, euh, donc, je commençais à réfléchir un peu. Bon, est-ce que c'est ça que je veux donner l'énergie de ma vie à ce genre de truc? Et la réponse était vite non. Je veux pas faire ça. Donc, j'ai arrêté tout ça et puis j'ai fait un tour de monde en routard pendant 16 mois, euh, pendant lesquels je me suis remis au dessin pur pour moi-même. Sans jugement, sans que ce soit bien ou machin, mais juste avec les Moleskine, je remplissais les carnets d'après carnet d'après carnet. Et je revenais à cette idée du corps humain. Donc je prenais des livres, surtout les cartes postales dans le musée, je copiais de Greuze, je copiais même Dali, parce qu'à mes yeux, à cette époque-là, Dali était un très bon dessinateur et tout ça. Bon, j'estime toujours son travail, mais c'est loin du bon dessin pour moi. Et aujourd'hui, mais bon, donc l'idée que j'avais soif pour un truc qui est resté dans ma vie depuis l'enfance, et à ce moment-là, j'ai dû avoir peut-être 26 ans, 26, 27, 26, ouais. Euh, et donc j'ai redécouvert le plaisir du dessin pur, sans la moindre attente, il faut que ce soit bon, ou il faut que ça plaise à tel ou tel, c'est juste la pratique du dessin. Et pendant ce voyage, le hasard, même si on ne dit pas peut-être le hasard, les choses ont fait que c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe, que je reconnais, peut-être qui rejoint un peu le thème de spiritualité. C'est lorsqu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, souvent on va entendre des choses. Souvent on va entendre une attirance vers une direction ou une autre, ou si on arrive à une force dans sa vie, on n'est pas certain, on va méditer un peu sur l'idée et puis quelque chose va se révéler. Si on est à l'écoute, si on est ouvert. Et ça c'est la même chose dans l'art. Donc ça, on pourra aborder ça plus tard si tu veux, mais d'être à l'écoute, j'ai toujours été bien d'être à l'écoute. Et quand moi je dis à l'écoute, pour moi ça s'entend pas une notion une force puissante d'autre chose, mais c'est vraiment juste à ses propres guides internes qui va te dire, pas forcément tout de suite, mais avec un peu d'effort, un peu de temps, ah, tu as toujours voulu faire ça, n'oublie pas, dès le très jeune âge, tu voulais vraiment faire ce dessin de nu, ou tu étais fasciné par le corps humain. N'oublions pas ça. On a fait un petit chapitre graphisme de ta vie, très bien, ok, on a appris des choses, c'était amusant, mais on va revenir vers la vérité de moi. Tu vois. Et j'étais à Los Angeles dans la Getty Center, un musée spectaculaire que j'adore toujours ce jour-là. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, bon, il y a d'autres détails de l'histoire que j'en passe, mais qui a suggéré, je lui ai demandé où est-ce qu'on étudie en profondeur, comme à l'époque, je ne sais pas quelle époque c'était, mais bon, à l'époque, quand elle maîtrisait le corps humain, elle a commencé à me parler des universités à Los Angeles ou à New York, et étant donné que je venais de passer 4 ans en France, et puis j'étais en train de voyager partout, ne me parlais pas juste des US, dans le monde, où est-ce que j'irais? Sans hésitation, il faut que tu ailles à Florence, en Italie. Pourquoi Florence? C'est parce que bon, ça c'est le berceau de la Renaissance. C'est quand même, il y a encore des écoles qui pratiquent sans avoir été coupées depuis la Renaissance, la même pratique qui existe. Donc c'est vraiment la pureté de ces arts, ces connaissances. Il faut que tu ailles là-bas. Très bien, tout ça. Et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Cette femme était une artiste indienne qui venait donner une conférence au Getty Center. J'ai attendu longtemps pour lui parler, et puis quand j'ai eu enfin son parole, c'était courte mais efficace. Et je lui ai remercié, tout ça, franchement, merci, tout ça, je vais m'enseigner tout ça. Et je me suis retourné pour partir, elle m'a rattrapé par le coude, elle m'a pris dans le bras, et elle me dit, si tu es accepté dans ces écoles, tu ailles, il faut que tu ailles. Il n'y a pas de choix. Tu vois? Et la façon dont elle disait ça, maintenant je comprends ça d'une manière genre, peut-être elle a eu ce choix, elle l'a pas fait, elle regrette toute sa vie. C'était un peu l'ambiance qu'elle m'a projetée avec ses yeux. Et je lui ai dit, j'irai. C'était un échange un peu sur la vérité, tu vois, un peu sur cet échange assez profond. Et donc, en fait, j'ai trouvé les écoles en ligne
à Florence et j'étais bouche bée. Je ne savais pas qu'on pratiquait ces arts toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que tu vois des choses mais, enfin, incroyables, quoi. Les techniques, les pratiques du corps humain, de nature morte, de paysage, enfin, de sculpture, tout ce que tu veux, comme on a toujours su le faire. Et voilà, donc il me restait encore 5 mois de voyage avant qu'il fallait que j'envoie un dossier. Donc j'avais 5 mois à dessiner, parce qu'il fallait juste envoyer une lettre de motivation et 5 dessins. C'est juste ce qu'il demandait. Il demandait pas, c'était pas des chichis, CV, machin, c'était juste très simple. Donc la lettre de motivation, je me souviens aussi, c'était, tu sais, quand tu es connecté un peu à ta vérité, la lettre, presque le premier trame à la lettre, c'était la lettre finale. C'est venu comme ça. C'était une vraie envie depuis toujours. Donc ça, mon corps a lâché tout son truc et c'était hyper court, la lettre, mais en gros, bah, je suis fait pour ça, il faut que j'aille. Tu vois. Et voilà, du coup, j'ai envoyé la lettre quand je suis rentré en Inde pour faire une randonnée aux Himalayas. Et quelques semaines plus tard, je suis revenu enfin retrouver un centre qui avait une petite connexion Internet qui ramait pendant 5 minutes pour regarder un seul email. J'ai été accepté par l'Angel Academy of Art qui était à Florence. Il y avait 3 écoles et j'avais envoyé mon dossier à tous les 3 et eux, c'était les premiers à m'avoir répondu. Donc, j'étais déjà ravi et donc j'avais quelques mois pour finir mon voyage à Florence où j'ai entamé l'école pendant 4 ans, en plein temps. Et là, je me souviens, je me suis toujours donné à cette époque-là, dans ma tête, 2 ans. Je ne vais pas faire un choix, je vais être patient pendant 2 ans pour savoir si c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que j'ai toujours eu ces idées et j'aurais pas j'aurais pas eu la maturité de faire ce genre de démarche avant. Parce que je pense que surtout j'aurais eu trop d'ego, trop d'envie de plaire aux autres. Et pour se mettre devant avec son chevalet devant 15 personnes avec le prof qui tourne autour, je pense que j'aurais pas eu la maturité avant 27 ans d'avoir fait ça. Donc, euh, ouais, j'ai fait une petite réflexion sur la. Heureusement, j'ai pas eu l'expérience quand j'étais au fac pour faire le cours de nu. Je pense que ça aurait été une catastrophe. En plus, connaissant cette institution, ça aurait été vraiment n'importe quoi, aucun enseignement, juste. Ça aurait été une mauvaise expérience. Donc, j'étais ravi que ça soit pas fait, en fin de compte. Donc, les choses ont fait que voilà, c'est pas fait. Euh, donc, je me suis dit 2 ans avant de faire un choix sur si c'est bon ou pas. Mais dès le premier jour, j'étais convaincu. Donc, il ne me fallait pas 2 ans pour savoir, c'était dès le début. Et quelque chose que je constate dans mes observations, parce que je suis pas quelqu'un, je me vante jamais, je suis assez humble et modeste sur les trucs, mais j'ai des constats. Je suis toujours très présent. Je suis très rarement ailleurs. Hein. Ça se passe d'être boissif et fatigué, machin, ça arrive bien entendu, mais d'être connecté à soi-même et aux alentours, ça m'a toujours été assez naturel pour être en équilibre avec les choses autour. Et une observation que j'ai fait assez jeune, quel âge je ne saurais pas dire, mais dès que j'ai peur de quelque chose, ça c'est mes signaux internes pour dire il faut que j'aille là-bas. Parce que j'ai appris que si j'ai une peur, c'est une censure interne pour me dire ah, les choses que tu veux vraiment faire, c'est pas bon, faut pas le faire. Ça va être un chèque, tu vas nul, enfin, tu vas jamais tu vas gagner ta vie, enfin, tu as toutes ces petites voix qui viennent. On les connaît, cette petite voix. Tout le monde connaît cette voix-là. Et je dis surtout dans les arts, moi, bon, je connais les arts parce que je suis artiste, mais bon, j'imagine dans n'importe quel métier, on a tous ces censures, dans la vie quotidienne, on est parents, on n'est pas bien, on n'est pas bien, enfin, ces petites voix qui viennent tout le temps. Et j'ai appris par la suite que voilà, dès qu'il y avait ces censures, même si c'est très dur, il faut que j'y aille. Donc j'avais pas trop mal à faire ces choix. Ça ne veut pas dire que c'était facile de faire face à ces censures, ces shadow scouts, comme diraient quelques peuples indigènes d'Amérique. J'aimais toujours cette image d'une certaine spiritualité indienne, de dire tu un peu les guetteurs d'ombre, tu vois, qui sont là toujours dans le pénombre à te faire peur. C'est leur but, justement, te faire peur pour te distraire de ta vérité. Donc, quand j'ai pu faire face à ces choses-là, et j'ai pris des directions justement d'étudier ces choses-là, et que j'ai vu tout de suite dès les premiers jours que j'avais raison, que d'un coup les peurs s'effacent. Après, d'autres peurs s'installent. Ah, est-ce que tu vas pouvoir gagner ta vie? Est-ce que tu vas pas? Parce que c'est leur but, quoi. Leur but sont toujours là à nous agacer, à faire leur truc. Donc ça, c'est presque quotidien, ce genre d'attaque un peu psychologique sur soi-même. C'est toujours un peu drôle pour comment on a ces choses-là.
Mais je veux pas apparaître comme je suis tranquille, je suis toujours zen avec mes trucs. Non, parfois c'est très dur, c'est toujours une lutte à l'atelier ou d'être parent ou être un couple, tout ça, enfin, d'essayer de naviguer la vie qui se complexifie à fur et à mesure. Mais en général, j'ai pas trop de mal à dire, écoute, ça va dur, mais je vais y aller. Donc, je pense que la raison pour laquelle le premier jour a été une révélation, une confirmation aussi forte pour moi, c'était parce que les peurs étaient pas assez fortes pour me bloquer de cette vérité. Et c'était aussi juste les peurs ne pouvaient rien faire contre 27 ans de vérité pour moi. Dès mon enfance, j'étais attiré par ça. Et dès que j'étais au sein d'un établissement capable de m'enseigner ce genre de trucs, c'était feu vert, quoi. Et tous ces petits trucs sont tombés à l'eau assez rapidement. Ils sont revenus sous d'autres formes, bien entendu. Mais ça, c'est un peu le parcours, comment je suis arrivé là. 4 ans à Florence, qui était quand même sublime. Vraiment, pour marcher sur le même pavé que les grands de l'époque, c'est quand même quelque chose. Et puis après, je suis allé à Paris pour pratiquer, justement, pour devenir artiste, réellement. Ça, c'était en 2009 quand j'ai fait ça. Et puis, c'est le début d'un très, très beau chapitre de ma vie. Alors, c'est étonnant parce que c'est étonnant. Là, tu me racontes la genèse de ta vie d'artiste. Et juste avant, tu me dis, ouais, je parlais pas de spiritualité. Et moi, ce que j'entends, c'est un récit initiatique d'une personne qui part d'un point, qui n'est pas reconnu là où il est né, qui est obligé de faire un voyage pour s'extraire un peu, pour fuir quelque chose, par, par dépit, pour voilà. Au cours de ce voyage, rencontre une pitié grecque presque, qui lui dit son oracle, qui dit il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, et si on te prend, tu vois, il y a un truc très. Et qui suit ses petites voix aussi. Si tu parlais tout à l'heure pas de tuteur, mais de personnes, enfin d'entités, je sais pas, qui te disaient oublie pas pourquoi tu aimes dessiner, qu'est-ce que tu aimes, tu vois, et qui t'a emmené à aller à Florence, et tu te retrouves un peu dans le berceau d'un art qui te fascine. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, en venant d'une petite banlieue de Cincinnati. Ouais, mais tu vois, il y a quand même une destinée, tu vois. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu croyais pas aux forces, je sais pas, moi, universelles. Je pense que tu as été dans le maelstrom de ces forces universelles, là. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu cette conversation. Je trouve ça fascinant. Il y a de grandes leçons parce que, au-delà du fait de... parce qu'on peut se dire, il a rencontré les bonnes personnes, il a eu des trucs. Non, je pense qu'il y a une force de conviction. Il y a aussi une volonté de faire ce dont tu pensais être fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant dans notre société, dans notre société occidentale notamment. Où on a occulté un peu ces petites voix, ces intuitions, ces inspirations. Qui nous font être heureux. Et je pense que, bien sûr, il y a des problématiques et il y a des choses qui quand même sont parfois angoissantes. Est-ce que je vais gagner ma vie? Voilà. En tant que jeune artiste, je pense qu'au début, quand tu étais étudiant, je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu perturbant. Ceci dit, je pense qu'il y a tu t'es très vite dit que c'était là où tu devais être. C'est clair. Et en ésotérisme, ça s'appelle être dans son axis Dei, dans l'axe de Dieu, dans lequel pourquoi tu étais fait. En fait, là, avec mes mots, tu vois, parce que j'aime bien, je t'entends bien dans ces choses-là. Mais je pense que la chose qui m'a toujours gêné, aussi bien très jeune, comme j'avais cette ressenti pour le corps humain, tout ça que j'ai toujours adoré. Une autre chose, j'ai pas eu une éducation, disons, religieuse. Pas au-delà des mœurs qui restent là dans une société américaine, judéo-chrétienne, comme ça. Mais on n'était pas non plus ignorant de l'Église, de Bible, de certaines pratiques chrétiennes notamment. Mais je me souviens aussi, très jeune, j'ai jamais ressenti cette besoin ou cette notion d'avoir une supériorité ni une infériorité de quoi que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à la nature, par rapport à un mécanisme, par rapport à peu importe. Pour moi, ça a toujours été juste une égalité en tout. Je pense que peut-être
je dirais pas que je suis animiste non plus, mais une fois, on avait parlé dans une conversation précédente de enfin, la spiritualité des peuples indigènes d'Amérique. Il y avait tellement de tribus différentes, tout ça, et je ne suis pas du tout connaisseur de toutes ces choses-là, mais juste sur un tout petit niveau sur certaines choses, mais ils ont cette notion de l'esprit dans toutes choses. Right? The spirit that moves through all things. Donc, aussi bien le ruisseau que le caillou, que l'arbre, que nous-mêmes, le faucon et tout ça. Dans tout ce que j'ai lu, je dirais que c'est un peu ça, on peut appeler quoi, la force vitale, d'autres choses, il y a plein de vocabulaire qu'on peut mettre sur ce genre d'idées. Mais je pense que s'il y avait une notion de spiritualité, ce serait plutôt ça auquel j'ai toujours pensé. C'était, on peut être à l'écoute de tout ce qui se passe. On peut être à l'écoute physiquement, avec lui, les arbres, les bruits, tout ça, mais en plus profondeur, plus en profondeur, la signification des choses, de ressenti des choses, des choses-là. Et ce qui m'a toujours gêné avec les pratiques et les religions, tout ça, c'est cette notion de vouloir être dominé et de vouloir dominer. Il y a toujours une notion de pouvoir dans les religions et c'est ça qui m'a toujours gêné. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais senti que même l'arbre qui est dehors, je ne suis pas supérieur à cet arbre. Bien, je suis capable de prendre un hache et le fêler. Bon, non, qu'est-ce que ça montre? Okay, j'ai un outil et je peux faire un truc, mais cet arbre va vivre plus longtemps que moi. Enfin, il y a plein d'autres trucs qui existent. Et je ne sens pas... Voilà, c'est ça, c'est la meilleure façon que je peux les décrire. Donc pour moi, pour te dire que j'étais dans l'axe Deus. L'axe Dei, oui. L'axe Dei. Si le Dei partie implique la nature et son ensemble, je dirais d'accord. Mais si le Dei implique une force supérieure et un être inférieur, ça, je ne suis pas d'accord. C'est là où je ressens un peu Non, mais en fait, je pense que ouais, c'est une histoire de définition et je pense qu'on a, pour beaucoup, hein, on est tous dans une forme, tu parles de hiérarchie, et ça, je pense que la culture judéo-chrétienne, enfin, en tout cas religieuse, nous impose un peu cette hiérarchie. Ouais. À mon niveau, je pense que c'est pas ça le plus important, et c'est pas ça du tout même qui est important. Je me demande si c'est déjà un truc. Non. Ce qui est intéressant, c'est que chaque individu, quand je te parle de la CDI, c'est que chaque individu est peut-être voué à une tâche, à endosser un vêtement, et que nos sociétés ne proposent pas forcément ce vêtement-là tout de suite. Ouais. Donc tu vas essayer plein de choses, tu vas te dire que ça te convient bien, mais en fait ça ne te va pas du tout. Et ça crée des problématiques dépressives, et on voit bien que dans les sociétés occidentales, où on est censé être le top du top de la civilisation, ben, on prend des antidépresseurs, les gens ne sont pas forcément très heureux. Alors que quand tu vois par exemple les peuples dits primitifs, où ils sont toujours avec le sourire. Ouais. C'est vrai. Tu vois, et tu dis, attends, mais alors, j'idéalise pas, hein, je ne vais pas mettre, encore une fois, il n'y a pas d'histoire d'hierarchie, mais il faut prendre. C'est pour ça que je te dis que peu de gens écoutent ces petites voix. Mais pour moi, il y a de l'être, on doit être, mais c'est une chance. C'est une chance pour nous occidentaux, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais des peuples, des Amérindiens. En tant qu'Américains, on ne se rend pas bien compte, nous, enfin moi français, on ne me rend pas bien compte. Quelle est l'influence? Je pense qu'on peut toujours visiter les thèmes dans la partie de nos vies, une fascination un peu superficielle à un certain moment, parce que tu adores les têtes de flèche et l'idée de chasser, puis faire un feu et griller sa chasse, tous ces trucs-là. Je pense, moi, j'étais quand même dans l'Ohio. Certes, on a eu beaucoup de tribus d'Indiens qui habitaient là, mais ça ne faisait pas partie de mon éducation. Au-delà de juste dans les textes au lycée très scolaire, juste pour lire quelle tribu, tout ça. Bien qu'aujourd'hui, les noms de fleuves, les noms de cantons, les noms de certaines villes restent avec soit les langues des Cherokee, les Osage Indians, tu peux avoir les langues, les mots qui restent de la langue sans que les gens aujourd'hui se rendent compte. Mais je pense que la première introduction un peu plus en profondeur, c'était avec mon grand frère, qui a passé quand même peut-être chaque été sur 3-4 ans à étudier avec un blanc qui a été lui-même éduqué par un chef de je dis quelle tribu dans l'Yémen, sur la côte est américaine.
Donc, c'était vraiment apprendre les choses très primitives, vivre avec rien dans le forêt, vivre la chasse, la cueillette, tout ce que tu veux. Mais aussi faire le sweat lodge, tu vois, aussi d'avoir cette méditation en individuel ou en groupe, la méditation sur l'esprit des animaux. Chaque personne, j'oublie comment on appelle ça. L'animal totem. C'est ça, le totem, voilà, chaque personne avec son totem. Enfin, toutes ces choses-là qui, une fois de plus, sont très, pour moi, je dirais très en harmonie avec la nature autour. Je ne sais pas si les totems auraient été un ours polaire, parce qu'ils n'avaient pas vu l'ours polaire en Oreo. Peut-être ça aurait été que des faucons, des aigles ou les loups qui voyaient sur place. Mais bon. Mais cette notion d'avoir plutôt une spiritualité animiste liée avec la nature. Et là, le monsieur Tom Brown Jr., il est décédé il n'y a pas si longtemps. Il écrivait beaucoup de livres. Et je lisais ses livres quand j'étais à l'université. Et d'abord, c'était juste parce qu'il a des sacrées histoires avec les rencontres des grizzlies. Il fouillait pour sa vie. Enfin, il y a plein de trucs que c'est divertissant. Voilà. J'étais moins sensible à le côté spirituel à ce moment. Comme mon frère, il a 5 ans plus que moi, donc il était un peu plus avancé sur son truc. Et donc, je commençais à avoir au moins une petite éducation sur ça. Et après, avec mes voyages, j'ai passé un peu de temps aussi à l'ouest américain. Et sur les réservations de Cherokee, les réservations de Pueblo, Navajo, surtout dans le sud-ouest américain, tu peux voir quand même les structures qui datent d'il y a 1000 ans. Quand même, ils sont toujours habités dans les maisons en terre, les Pueblos, justement, je pense à Taos, au Nouveau-Mexique, ou en Santa Fe, ces endroits-là. Et ils font toujours quand même leur rituel, leur danse, leurs choses, mais il y a le côté accès public qu'ils font un peu côté touriste, mais après, c'est fermé pour le public. Si tu ne fais pas partie de tribu, tu ne peux pas vraiment accéder à l'intimité de certaines choses. Mais mon frère, il a pu. Parce qu'on a soi-disant un peu de son Cherokee. Lui, il n'a jamais pu trouver les papiers des tribus qui prouvaient ça, mais bon, c'était dit que je pense que peut-être beaucoup de gens réclament ça aux US, mais c'est peut-être pas très vrai. T'appelles Wolf, hein, peut-être que t'étais le petit loup, quoi, tu vois, petit loup des montagnes. Ouais, Et puis ça s'est fait dire ton arrière-grand-père. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que je me souviens très bien de quelques randonnées que je faisais tout seul dans le Grand Canyon ou dans les Rockies, dans les Rocheuses, là, où c'était très méditatif, et où j'ai eu quand même une rencontre avec soi, disons, ces Shadow Scouts, tu vois, qui étaient quand même des trucs le plus effrayants de machin. De la spiritualité indienne. Et j'en ai parlé avec mon frère, justement, parce qu'il faisait les jeûnes pendant 4 jours, enfin, les choses qu'il faisait beaucoup de... Oui, il était investi quand même, ton frère. Il était investi, ouais. Et aujourd'hui, un peu moins, bon, après, il a ses enfants et tout ça, et puis il est un peu sur notre chapitre de sa vie aussi. Mais quand même, enfin, à cette époque-là, j'avais... En fait, c'était entre chapitres graphiste professionnel en France et entré à l'école à Florence. C'était la période chercheuse. D'où vient justement ces voix, tout ça. Mais je me disais très bien de... Et c'est à ce moment-là que je lisais un peu plus ces livres de Tom Brown Jr., ce monsieur américain. Et bon, je me souviens très bien, donc c'est peut-être l'influence des livres et tout ça, mais je me souviens très bien, une nuit tout seul au fond de Grand Canyon, en train de dormir sur la belle étoile, et que justement j'ai été réveillé par quelque chose. Je savais qu'il n'y avait pas des grosses bêtes au fond de Grand Canyon, mais bon, il y avait un truc dans la buisson qui était quand même effrayant, je sais pas quoi, mais bon. Et je l'ai croqué le lendemain. J'ai dessiné ce que j'avais vu, parce que c'était très étrange dans le pénombre de voir que c'était, et puis il y avait une geste répétitive dans le truc. Est-ce que c'était une buisson qui bouge pas? Il y avait plein de trucs difficiles à saisir, surtout un peu dans la fatigue de 3 heures du matin et tout. Mais par la suite, je me suis posé cette question si c'était ça. Si j'ai eu quand même en compte en vrai, qu'est-ce qu'est le vrai? Est-ce que c'est le côté endormi de ton être? Est-ce que c'était subconscient? Est-ce que j'ai cru que j'étais vraiment réveillé. En même temps, je n'étais peut-être pas. Ça reste toujours une bizarrerie là-dessus. Mais l'expérience, je me disais très bien. Dis-toi, c'est fascinant parce que tu parles de choses, et moi ça m'évoque plein de choses. Là, tu parles d'un truc qui est intéressant, c'est que pour toi, là, enfin, en tout cas, ce que j'entends, c'est que, et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, l'environnement induit forcément un type de spiritualité. Ouais, c'est vrai. Notamment, quand tu vis avec des grizzlies, quand tu vis avec des serpents à sonnette ou des faucons ou des aigles, bah forcément,
il y a une forme de respect Bah oui, bien sûr. parce que tu les côtoies et tu sais comment. Et forcément, tu es obligé de. Le respect inclut forcément le fait que ces êtres, euh, il y a quelque chose qui habite en eux et ils Bien deviennent sûr, totems, ils deviennent. Voilà. bien sûr. Ouais. Et ça, c'est vrai que euh, dans une, dans une culture où on a oublié un peu la nature, bah, on revient moins à ce Ouais, truc c'est un vrai. peu Ouais. d'identification à la rivière, Bien aux sûr, choses, ouais. parce que la rivière, c'est là où tu peux boire, tu peux laver ton linge, te purifier, donc forcément, bah, Ouais, tu lui rends hommage, ou enfin, il y a un truc un peu ouais, de déférence, quoi, que ouais, tu peux avoir, au moins en tout cas une forme de respect. ouais. Et ça, c'est intéressant parce que tu as vécu cette expérience un peu mystique, hein, et je pense que comme le désert, comme les lieux un peu immenses et où tu te sens tout petit, dans le Grand Canyon, je Ouais, pense que tu vas ouais. Ah, ressentir un c'est peu clair. ça. Ouais. Les expériences mystiques peuvent apparaître, tu peux te retrouver avec toi-même et du Hmm, coup, soit retranscrire une expression de toi-même un peu hmm, sombre qui peut ressurgir, et là peut-être que c'est ça ouais, que tu as vécu, ouais. ou alors avoir confronté, dans l'ésotérisme, on va parler d'élémentaux. Hmm, Les élémentaux sont en fait des entités qui vivent dans des lieux ouais, et ouais. qui sont soit des élémentaux de la terre, de l'air, de Intéressant, ouais, l'eau ouais, ou du feu. C'est les quatre éléments souvent. Et ouais, peut-être que tu as trouvé un élémentaire, un ouais, élémentaux, enfin un élémentaire, je sais pas comment on dit, non pas un élémentaire, plutôt un élémentaux ouais. du Grand Canyon, Ouais, des peut-être, choses comme ouais, ça, ouais, qui t'a un peut-être, peu ouais. titillé, Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et ce qui est fou, c'est que cette période-là, enfin, tu vis ce truc-là dans la transition. Donc, c'est peut-être le ouais. dernier obstacle. C'est ça, ouais, C'est un exactement. peu J'ai comme creusé beaucoup, ouais, ouais. les 40 jours du Christ dans le désert où il est comment il est harcelé par cette épreuve. Je me souviens, bon, il y avait une question avec ma copine de l'époque et aussi une question sur qu'est-ce que je faisais avec le voyage. Enfin, il y avait plein de questions. Donc, lorsqu'on est sur un point d'interrogation, c'était un peu cette fourche. Non, cette randonnée que j'ai fait tout seul, en plus, c'était le South Rim et North Rim. Et ouais, bon, c'est le truc que tu fais à 26 ans quand t'es un peu bête. Parce que j'avais pas pris de nourriture avec moi. Je savais que j'allais juste faire. En fait, j'ai fait ça un peu en trottinant. Ça, c'était un peu le défi perso, mais bon. J'avais juste de l'eau, mon sac à dos et une couverture. Voilà. Donc, je traversais, et puis mais j'étais vraiment dans la période. J'ai une réflexion profonde sur ma copine, la relation que j'avais à l'époque, qu'est-ce que j'allais faire pendant ce voyage, les dessins que j'étais à fond avec les dessins. Enfin, je me posais plein de questions. Donc, il y avait réellement je me posais vraiment des questions sur ma vie. Donc, ça aurait été un moment propice pour que j'ai un Shadow Scout ou un truc un peu difficile qui va me faire un coucou. Tu vis cette expérience. Et là, tu te retrouves quelques semaines, voire quelques mois, enfin quelques semaines plus Ouais, tard à Florence. ouais, plutôt, ouais, 6 mois plus tard, ouais, Ouais, peut-être bon, 6 mois plus tard. tu te Ouais. retrouves à Florence. Ouais. Et là, enfin, c'est quoi? C'est un environnement complètement différent. Ah oui, totalement. Ouais, ouais. En fait, je rebondis juste 2 secondes sur un peu l'environnement et l'influence de l'environnement, parce que quelque chose qui est intéressant pour rejoindre un peu ta question par rapport les peuples amérindiens, euh, nous sommes actuellement, depuis quelques années, dans le Missouri. Et c'est un coin que je ne connaissais pas. Donc, moi, j'ai passé 23 ans. En gros, ma vie d'adulte était en Europe, entre majoritairement la France et l'Italie. Et maintenant, je me trouve vraiment dans un paysage sublime au bord de le fleuve Missouri, le plus long fleuve des US. Euh, donc, quelque part, j'ai troqué la culture profonde, la culture cosmopolite, tout ça, pour la nature profonde. Donc, et je suis revenu dans un lieu où réellement les tribus étaient là, où nous avons notre maison, notre terre, enfin notre truc. Enfin, même notre voisin, il a un puits, enfin, il a une source. C'est un gars qui a 85 ans, il m'a raconté dans les années 70, il y a un mec du gouvernement américain qui toque à sa porte, voilà, comme ça. Il avait un vieux plan des taux du 20e siècle, parce que selon les wagons qui traversaient pour aller à l'ouest, pour aller sur la frontière, c'était repérer des sources fiables pour les wagons, pour les chevaux, tout ça. Et le monsieur voulait confirmer que le plan était juste, paraît-il, il y avait une source dans ce coin-là. Et alors mon voisin, ouais, bien sûr, je te montre, c'est juste là, c'est en bas. Et ça, c'est génial. Tu vois, donc, tu as un repère du 19e siècle pour montrer justement avec les wagons qui traversaient de côte est jusqu'à on ne sait pas où, à l'ouest,
que là, il y avait un endroit. Donc, chez nous, j'étais dans nos collines, au bord de la fleuve, voilà, il y avait, non seulement une source, mais il y avait réellement des peuples, les Amérindiens, les pionniers, tout ça qui traversaient. Et aussi, je plante des arbres tous les jours, ou pas tous les jours, tous les ans chez nous. Et mais rien qu'en creusant 30 cm, tu peux trouver des fragments de poterie, des fragments de tête de flèche, des choses, et juste là, c'est Ah ouais. vraiment c'est en sol. T'as pas besoin d'une fouille enfouie énorme pour trouver des vraies traces des gens qui étaient là il n'y a pas si longtemps. Je suis au début, c'est ouais, que depuis quelques années qu'on est là, mais en gros, c'est un peu le point que je voulais dire. C'était juste voir qu'on parle de l'environnement, je suis curieux de voir. C'est vrai que chez nous, on est face l'est, donc j'ai jamais eu le lever de soleil de ma vie quotidien. C'est très rare le lever de soleil de ma vie. Et maintenant, on se lève, on est baigné de soleil, tu vois, donc c'est génial. Euh, en la nature, les quatre saisons sont très évidentes. On a les bêtes, les serpents, enfin, plein de trucs ouais, qui, comme tu dis, t'es pas que tu es affronté avec la nature, mais tu es là avec la nature. C'est pas. Donc ouais, la nature et tu es Et présent bien et tu présente, ouais. ouais, les couleurs et tout ça, ouais, ouais. En plus, on est entouré des arbres, des centenaires, bien plus. Donc là, tu es en présence de la nature qui va perdurer. Et autre chose aussi qui est nouveau pour moi, c'est quand tu plantes certains arbres, si tu penses par exemple à peconnier, par exemple, ou même marronnier, on dit aussi, Ouais. marronnier, il y a une notion, on peut dire que tu ne les plantes pas pour toi, c'est peut-être les marronniers, si tu plantes pour tes enfants, et les pécanniers sont pour tes petits-enfants. Parce qu'il faut 30 à 50 ans pour qu'ils commencent à rendre leurs fruits, et puis ça va durer encore 50 ans, machin. Et cette notion du temps, et aussi c'est la première fois que nous sommes propriétaires, et je suis toujours d'accord avec l'idée qu'on est propriétaire de rien. Parce que nous, il y a tellement de gens avant nous sur ce terrain, il y aura encore d'autres, j'espère, par la suite. Mais c'est un peu étrange pour dire juste parce qu'on a un acte, voilà, que ça c'est à nous maintenant. Mais non, on est juste là pour le temps que nous avons, et puis voilà, après il y a d'autres choses. Mais j'essaie de ouais, prendre soin de la terre, et je sais pas, c'est pas une idée unique, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus en harmonie avec ça maintenant parce que je suis là. On est dans ce contexte environnemental qui dit que ouais, j'ai les capacités de faire des choix pour ma petite parcelle de 2 hectares, machin, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça, c'est quand même agréable. Ah, j'ai jamais eu ça avant. Ah ouais. Voilà. Non mais ouais, mais ça ouvre aussi des perspectives. Non mais de toute façon, quand on parle on parlait de spiritualité, je pense que ça s'inscrit dans le réel, hein. Oui, Je ouais, pense bien sûr. que c'est pas un truc abstrait, au contraire, il faut le vivre. Je pense que Mhm. toutes les grandes traditions, des grandes civilisations euh, qui ont duré, notamment la civilisation égyptienne, Mhm. voilà, entre autres pour lesquelles, mais les Indiens aussi, enfin oui, aussi, ils ont une spiritualité qui a infusé vraiment leur quotidien. Mhm, bien Et sûr. c'est là où c'est fort, et je pense que, parce que ça sous-tend, c'est la base un peu de concepts qui seront communs à tout le monde, Mhm. des valeurs, Oui, bien sûr. voilà. Ouais. Et je pense que c'est peut-être un socle. Euh, on peut discuter, il y a autre chose qui vient par-dessus, qui vient cimenter tout ça, mais je pense quand même une pensée, une philosophie de vie, une façon de voir le monde, son Mhm. environnement commun. Quand je te dis le conditionnement de l'environnement, de la spiritualité, influe aussi sur la société et les Bien sûr. valeurs Ouais, bien que sûr. partagent les habitants d'une région. Et ça m'étonne pas du tout que Mhm. si tu. Parce que Shane habitait à Saint-Mandé, si tu étais Ouais, resté à Saint-Mandé, que tu étais propriétaire à bien Saint-Mandé, il y sûr. aurait une autre Oui, vision bien sûr. du monde Sans parce doute, que sans tu doute. vis différemment. Sans doute. Et voilà, donc voilà. Pour revenir à ton art, donc toi tu travailles d'après modèle vivant. Oui, toujours. C'est quand même un truc qui est quand même très très particulier. Mhm. Personnellement, je ne connais pas d'autres artistes peintres qui travaillent uniquement d'après modèle vivant. Donc, Je dirais, dans mes connaissances, et je connais pas mal d'artistes, on est peut-être 5 au monde que je connais. Il y a sûrement un peu plus, mais ça veut dire que c'est très rare. Très rare. essentiellement en Occident, aux États-Unis et France, enfin Et Europe ou Russie, ouais, Russie Russie aussi. aussi. Russie, ils ont une belle culture de dessin, ouais, après modèle, ouais. Donc c'est là, je connais que quelques artistes russes, mais je dis réellement, ouais, on est ouais, américain, canadien, russe. Voilà. C'est- Et alors du coup, qu'est-ce qui motive cette façon de faire l'art?
Alors ça, tu vas bien aimer l'analogie, parce que moi, c'est un rapport avec le feu. C'est vrai? Ouais. Et, la manière dont j'explique aux gens, lorsque... En fait, peut-être il faut qualifier pourquoi c'est tellement rare. C'est rare parce que tout le monde travaille soit que d'après photo, soit un peu un mixte, mais la photo ou la vidéo, c'est tellement intégré maintenant dans la pratique que justement ça a totalement remplacé, voire effacé la pratique traditionnelle de juste avoir un modèle, un muse devant soi, et puis ouais, que l'artiste et le modèle travaillent ensemble pour créer quelque chose d'autre. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas que ouais, il n'y a pas d'autres gens qui font de nu, c'est juste le vidéo et la photo a beaucoup remplacé le travail du modèle, malheureusement, à mon sens. Euh, donc le feu, euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est devant un feu de camp, dehors? Voilà. Le feu, c'est hypnotique. Et les blagues sont plus drôles souvent, la conversation plus sincère, le ton est différent. Tout le monde est beaucoup plus présent en général, je trouve. Voilà, avec mes constats depuis des années, même quand tu es enfant, on est un peu pyromane, on est fasciné par le feu. Tous pyromanes. Et, en fait, le feu, ça représente quelque chose de profond, de loin, dans notre racine humaine. Et pourtant, on n'a pas besoin du feu aujourd'hui. On peut cuire avec d'autres manières, on peut se chauffer d'autres manières, mais pourtant, le feu reste. Le feu est quand même quelque chose qui rassemble, qui réunit. À mon sens, c'est un rapport avec le, la profondeur et le temps que ça jouait un rôle clé dans notre survie de l'espèce. Bon, dès qu'on avait les feux, on s'est séparé avec le royaume animal quelque part. Enfin, on a pris un pouvoir. Si c'était Prométhée qui nous a donné ou d'autres choses, enfin, on a eu le feu. Et voilà. Pour moi, le travail d'après-modèle, hein, ça a la même notion là. Ça a le même côté hypnotisant. Ça a le même côté de présence. Il n'y a rien d'autre qui se passe lorsqu'on est avec un modèle, avec une lumière naturelle. Et si on croit que, et c'est mon cas, si en Lascaux, on dessinait, on faisait nos petites bonhommes et tout ça, parce qu'on a regardé d'autres personnes, on peut dire que c'est une pratique qui date au moins il a 30 000 ans. Ça veut dire qu'il y a les milliers et des milliers de générations qui font ce pratique. C'est pas tout le monde, hein, mais ça reste. Et donc pour moi, le travail d'après un modèle, avec lumière naturelle, c'est important cet aspect de lumière naturelle, avec l'artiste, ça a la même profondeur que d'être devant un feu. Ça a le même aspect d'être présent, d'être connecté, d'avoir aussi des conversations très sincères, drôles. On a une connexion totale. Il n'y a pas les choses qui nous attirent, les distractions à droite à gauche. Et si, moi je crois que si tu considères que dans le cas de Lascaux, leurs bonshommes qui dessinaient et les animaux qui dessinaient, d'aussi bien c'était d'après leurs observations et d'imagination, mais aussi en se regardant. Ça veut dire que ça, c'est une pratique pour moi d'après modèle. On se regarde, on dessine, que ce soit un animal, un bonhomme, un buisson, tout ça. Ça veut dire que c'est une pratique qui a 30 000 ans ou plus. Donc, il y a des milliers de générations d'humains qui pratiquent cet art d'après modèle sous un contexte naturel, quand on est dans une caverne ou sous un atelier avec une barrière ou peu importe. C'est pour ça que j'exclus la lumière artificielle, parce que moi c'est bien, mais c'est une invention moderne, donc moi c'est toujours la lumière naturelle. Parce que cette profondeur et cet échange, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible. Il y a d'autres raisons. Genre, j'aime bien avoir des modèles. Travailler d'après photo, ça enlève du boulot des modèles parce qu'eux aussi, ils sont des professionnels qui veulent gagner leur vie et tout ça. Il y a plein d'autres raisons. La forme se voit mieux. Il y a plein de raisons. Mais vraiment, si je creuse plus profond de ma philosophie là-dessus, c'est ça. C'est que toute chose ayant une ancestralité, non, une ancienneté, Ouais, bon, ouais, ça, on comprend. on comprend, ouais. C'est pas indéniable dans sa force. Et d'où vient justement la défense des religions, des croyances, des masses depuis des milliers d'années, tout ça. C'est pas négligible. C'est quand même quelque chose que s'il y a autant de gens, c'est pour ça qu'on a des super cathédrales, tout ça, parce que la foi était telle que ouais, tout le monde était d'accord pour mettre un tel investissement pour construire des choses incroyables et tout, que les pyramides, tout ce que tu veux, les temples grecs et tout. Et pour moi, le travail qui en résulte de cet échange pur et ancien, toute toutes ces choses, j'ai du mal à même mettre les mots dessus, ça se manifeste dans l'œuvre. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu fais un chef-d'œuvre, c'est incroyable, ça, non. Mais l'échange
c'est nourrissant des trois côtés, c'est-à-dire côté modèle, côté artiste et côté œuvre. Donc c'est vraiment une triade, on peut revenir à notre numéro 3 et tout ça. C'est vraiment une triade qui est archi riche et qui ne peut que se nourrir de cet échange ancien. Et donc ça c'est vraiment une grande raison pour laquelle je travaille d'après modèle. Donc tu t'es inscrit dans un héritage pour toi ancestral, Oui, voire tout à fait. bien au-delà, et en tant qu'artiste. C'est-à-dire que Oui. et ça c'est marrant, ça, un héritage. Non mais c'est hyper intéressant. Ben, en fait, quand on se chauffe devant un vrai feu, si on a une photo d'un feu, bon, on a beau à se chauffer, mais ça se passe pas. Ouais. Tandis que là, devant un vrai modèle, avec la lumière naturelle, là, on se chauffe pour du vrai. On a vraiment une frémissement, une ébullition de quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est grâce à cette ligne conducteur non cassée depuis des millénaires. C'est hyper intéressant. En fait, ouais, c'est que au-delà du fait, c'est pas qu'une image que tu recherches, Oui, c'est l'interaction totalement. sous-jacent à cette rencontre Oui, qui va toi te nourrir oui. et qui va tu Et le vas modèle aussi. transposer. Ouais. Ouais, de toute façon, il y a un Tout le monde, échange, ouais. mais que tu vas pouvoir transposer. Parce que Ouais. effectivement, quand on regarde, c'est très facile de, enfin, c'est facile pour un regard, pour un œil un peu averti, c'est assez simple de voir une peinture qui a été faite d'après photo, une peinture qui a été faite d'après modèle vivant. Parce il y a une forme de généralité qu'on n'aura pas forcément avec Ouais, ouais, la photo. ouais. Enfin, en tout cas, il y a une expression qui est différente. Tout à fait. Chaque artiste fait son choix. Oui, oui, non, mais Je c'est pas, pas une ouais, histoire d'hierarchie. Encore une fois, on ne parle pas ouais, d'hierarchie, mais il y a ouais. une expression différente. Et je C'est peux différent, comprendre totalement différent. qu'on s'attelle à ça. Tu me fais penser dernièrement, tout récemment, il y a un mois, j'ai eu en discutant avec un modèle qui était assez nouveau dans le métier. Et justement, personne ne tient ses propos, vraiment. Je sais pas, j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes qui tiennent ses propos, mais bon, ça c'est un autre sujet pour une autre fois, mais j'ai fondé une association qui s'appelle The Figure Society aux États-Unis le 1er janvier 2025 parce que c'est le quart du siècle. Et c'était important philosophiquement pour moi de marquer le quart du siècle par rapport au mouvement artistique, tout ça. On peut aborder si tu veux, mais donc j'explique un peu ces propos avec un modèle et souvent pour un modèle tout le monde a un niveau de profondeur différent. On peut être modèle parce qu'on veut juste gagner un peu d'argent sur le côté et basta. D'autres sont très méditatifs, très dans l'échange, très sont susceptibles d'avoir ces échanges ésotériques ou d'autres choses. Enfin, il y a toute une gamme de modèles différents forcément. Mais je dis dernièrement que la chose la plus importante qui se passe, c'est le temps d'échange d'une séance de modèle. Que ce soit 15 minutes, pour moi souvent c'est 4 heures. Donc 3 heures, 4 heures, peu importe. Ça c'est le plus important. Même plus important que l'œuvre. Et c'est une nouvelle idée pour moi parce que pour moi j'ai toujours été, l'œuvre qui en est de cet échange, c'est la seule chose qui perdure. Parce qu'après, je rentre, mon modèle rentre, mais l'œuvre reste. Donc j'ai toujours eu un peu cette réflexe-là, mais en discutant comme ça de vive voix, j'ai dit le plus important c'est ce que nous faisons là. C'est même plus que l'œuvre. Parce que là, l'idée que j'avais à ce moment-là, c'était parce qu'on fait vivre cette tradition. Et la tradition est plus importante que l'œuvre. Cette tradition a fait naître des chefs-d'œuvre incroyables partout au monde. Et heureusement. Et on en profite toujours de cette richesse. Mais il faut savoir que les gens qui en produisent toujours, il y a toujours des chefs-d'œuvre qui sont incroyables d'aujourd'hui, juste on est un peu moins conscient. Mais ça c'est assez récent, cette réflexion. Je suis un peu au bord de cette idée-là, que c'est ça qui est l'essentiel de cela, bien plus que l'œuvre. Même si l'œuvre reste 15 ans, 5 ans, 100 ans, 5 siècles par la suite, la raison pour laquelle cette œuvre existe, c'est le passe-temps que vous avez fait ensemble, à deux, à trois, je ne sais pas combien de personnes sont impliquées dans la séance. Et c'est ça l'essentiel. Donc en fait, ce qui est important, c'est que la nourriture que tu vas... En fait, c'est l'eau que tu mets au moulin à cette tradition, c'est-à-dire que tu participes à quelque chose. Ouais. Au-delà des générations ouais. de peintres. Même au-delà de l'œuvre oui, aussi. Oui, c'est ça qui est... Je ne dis pas que c'est une définitive ou une vérité, mais c'est un nouvel réflexe que j'ai eu dernièrement. Du coup, ça me fait penser à une question qui est pour moi un peu charnière.
La vie après la mort, Shane. Oui. Quel est ton point de vue? Ben, moi, c'est simple, je suis mort, je suis mort. Le néant, il n'y a plus rien. Voilà. Et pour les gens, si c'est choquant, ce genre d'idée, car c'est pas possible que ça va être Non, ça. mais chacun avait. Moi, je crois que c'est improbable de se dire que, enfin, à mon avis, hein, je dirais que tout s'arrête, tout ça, ça demande une force. Pour moi, c'est quand même un truc qui me. Je sais pas précisément ce qu'il y a après, mais je Oui, pense qu'il y a ouais, bien quelque sûr. chose après. Ça serait C'est. intéressant de savoir. Mais bon. Le reste, en fait, ce qui, à mon sens, parce que j'ai réfléchi pas mal pendant pas mal d'années, et c'est aussi maintenant j'ai 2 enfants, donc on a toujours, on a d'autres réflexes lorsqu'il y a encore une vie qui vient de soi-même et tout. Euh, Ça donne un tel côté précieux à sa propre vie, hein, de savoir que par la suite, bah, il n'y a pas de par la suite, justement. Que le temps que je passe chaque jour avec ma femme et fils, à la télé, avec l'art, en m'amusant, enfin, peu importe, il ne faut pas dire que tout est profond de machin, mais bon, c'est juste pour passer sa vie, tu vois. À savoir que c'est juste un cycle. Lorsque mon père est décédé, c'était mon deuxième fils, il avait genre, 3 mois. Et c'était tellement émouvant de me rendre compte que le décès de mon père, qui, qui évoquait les émotions profondes en moi, ça sera moi, mon décès, qui va évoquer les émotions semblables à eux. Et que par la suite, s'ils ont les enfants, par la suite, qui a toujours été ainsi, hein, depuis l'aube du temps et tout. Et que je sais, mon père il est parti, il ne reste plus rien. Donc, les souvenirs que j'ai de lui, et les rigolades, et les blagues, les choses qui m'ont appris, que maintenant je peux quand même faire revivre de nouveau avec mes enfants, tout ça, c'est tellement précieux, j'adore. Et en fait, le fait qu'il ne soit plus là, genre rien, pas un esprit, pas un fantôme, pas un machin, enfin là, juste, il n'existe plus, pour moi, ça me donne encore plus de valeur à sa vie, parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme père, qui était génial comme gars. Euh, et j'espère que j'aurai aussi cette même côté pour mes enfants qui vont regarder toute ma vie et vont dire ah, mon papa était génial, enfin, on a fait ça, il m'a appris ça, enfin, toutes ces choses-là. Et que le fait que pour moi, il n'y a rien par la suite, en fait, mon espérance, c'est ma vie. Enfin, c'est tout ce que je veux faire, c'est je sais que j'ai jusqu'à le jour de ma mort, et on ne sait pas quand ça va être, pour vivre au mieux possible. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne peux, Non, pas- mais. je peux pas compter sur d'autres choses. En fait, j'ai que ça. Et j'ai que cet investissement avec ma femme, mes enfants, mes proches, les amis, ce genre d'entretien et tout ça. Parce qu'on ne va pas faire ça au paradis. Hein. Non, mais je On trouve ça va- génial en fait de se dire que de prendre conscience que la vie étant limitée, bah, tous les moments sont C'est précieux. précieux. Ça, c'est Ouais. super. Mais ça veut dire que ça sous-entend. Là, tu donnes un point de vue du vivant. C'est-à-dire que Oui. la chair, tu vois. Ouais. Mais c'est-à-dire que il y a que ça. Il y a que Ouais. l'os, le Ouais. système nerveux, la chair, le muscle. Il n'y a Ouais. pas une comment dire, quelque chose de plus essentiel de ton être qui n'est pas justement visible, qui serait pas Mm. là. Il n'y a pas d'âme, par exemple. Non. La notion d'âme, C'est- c'est pas quelque chose qui Ouais. t'intéresse. Pas dans pas avec les définitions qu'on pourrait courtes, Alors, quoi. je Ouais. dis âme, mais en fait, c'est une définition, enfin, c'est un Ouais. mot qui est galvaudé, donc Ouais. Ouais. disons que quelque chose qui Au-delà. serait, Ouais. voilà, qui pourrait se Ouais. transmuter quelque Ouais. part, qui pourrait soit aller dans un lieu super qui serait après le paradis, Ouais. ou alors un Ouais. Ouais. lieu pas Notre bien qui ça univers serait ou notre. l'enfer, Ouais. ou alors trouver une forme de réhabilitation, un recyclage et qui reviendrait, qui serait Ouais. une forme de réincarnation Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. et qui serait autre chose. Alors, Ouais. le Shane en chair en os, effectivement, il n'existera plus Ouais. après ta mort. Ça, on est d'accord. Ouais. Mais ça voudrait dire que. Moi, je pense que, sans être sûr à 100%, il y a quand même. On est autre chose que notre corps. Oui. Ouais. Et je comprends. Et c'est une très belle idée. Je trouve ça très poétique. J'adore. Mais juste, j'appartiens pas Cette, à cette. Non, mais c'est super, mais moi, je trouve ça. Pas être très. Je vais être courageux, je sais pas si c'est le terme, mais je trouve ça bien. Bien. Non, mais en plus, non, mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément
Il y a une phrase de Lagakure, tu sais, c'est la voix du samouraï, Ah, ok. qui dit comme une journée bien remplie donne un bon dormir, une vie bien remplie donne un doux mourir. Donc, C'est bien. c'est-à-dire que Ouais. il faut profiter de la vie et Ouais. elle verra plus remplie pour mourir Ouais. sereinement. Ouais, bien sûr. Et qu'au final, c'est l'expérience que tu engendres dans cette Ouais. vie-là Ouais. qui est importante. Et il faut faire une belle expérience de vie. Et, Tout à fait. et tu nous as montré là, peut-être que t'es sur la bonne voie, c'est bien réussi quand même, je te dis. Ah bah écoute, moi je m'appelle bien. Attends que j'ai content. Pierre, merci. Thierry, merci. Merci beaucoup, Merci, c'était c'était ça. super. On a eu quelques problèmes techniques, les gars. Ça arrive. C'était un peu pénible, mais on a tenu bon. Exactement, ouais. Merci encore d'être venu. Merci Avec grand plaisir. de Merci t'être pour l'invitation. dévoilé à notre auditeur, Avec grand à plaisir. nos auditeurs, pardon. Et bah à bientôt les gars. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode avec quelqu'un d'autre. Ciao, la bise. Prenez soin de vous. Très bien. Ah, c'est cool.